Je m'appelle Émilie Lefebvre et je massais encore la brûlure cuisante sur ma joue lorsque l'avocat s'est penché en avant pour fixer ma mère droit dans les yeux. Toute la salle à manger s'est figée, plus de 30 membres de la famille retenant leur souffle car personne n'avait jamais osé l'interrompre de cette manière, mais à cet instant précis, rien d'autre ne comptait que ces paroles calmes et graves. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible au sein de votre propre famille? Comme si on ne vous invitait à table que pour décider quel morceau de vous on allait dévorer ensuite? Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. L'air de la grande salle à manger de notre domaine viticole à Saint-Émilion sentait habituellement le grand cru classé et la vieille fortune, mais aujourd'hui, il y avait une odeur d'ozone et de trahison froide et calculée. Ma peau bourdonnait encore de l'impact de la main de ma mère, Isabelle, qui avait toujours été une femme aux frappes précises, mais c'était la première fois qu'elle le faisait devant tout le clan réuni. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas pleuré, et je ne lui ai même pas donné la satisfaction de me voir tressaillir, restant planté là, laissant le silence retomber sur la trentaine de proches rassemblés pour notre banquet d'automne annuel comme un brouillard lourd et étouffant. Ma sœur, Victoire, était assise à ma gauche, elle avait 32 ans, était soignée jusqu'au bout des ongles et vibrait actuellement d'une avidité si intense que je pouvais presque la goûter. Elle venait de claquer un dossier en cuir sur la table en acajou contenant l'acte de propriété de ce domaine, le joyau de la région bordelaise, estimé à 14,5 millions d'euros. Signe-le, Émilie, siffle à Victoire, sa voix tranchant le calme, cède-nous la propriété maintenant, la société d'investissement de Raphaël traverse une crise de liquidité temporaire et ce domaine est la seule garantie qui peut sauver la réputation de notre famille. Tu n'es jamais là de toute façon, tu es trop occupé à faire joujou avec ton petit appareil photo entre Paris et Londres pour te soucier de ce qui arrive à cette terre. Je l'ai regardé, j'ai regardé le tailleur sur mesure qu'elle portait, acheté avec une ligne de crédit que j'avais discrètement remboursée il y a 3 mois, puis j'ai regardé notre mère, Isabelle, dont le visage était empourpré par une colère vertueuse terrifiante. Pour elle, je n'étais ni une fille ni une sœur, j'étais un actif financier, l'investisseur silencieux qui réglait la note de leur train de vie pendant que je bâtissais ma propre carrière de photographe d'architecture, ma compassion avait été un luxe qu'elles avaient surexploité pendant des années. Mais aujourd'hui, le compte était vide. Je ne signerai rien, ai-je dit d'une voix clinique, pas très forte, mais suffisante pour arrêter les murmures des cousins à l'autre bout de la table. Ce vignoble n'appartient pas à la famille de la manière dont vous le pensez, et il n'appartient certainement pas aux dettes de jeu de Raphaël. C'est là que le deuxième coup est tombé, pas physique cette fois, mais le poids de la voix de ma mère. Tu n'as pas le choix, Émilie, chuchota Isabelle en se penchant si près que je pouvais voir le reflet du lustre dans ses yeux froids, tu as toujours été l'étrangère, nous t'avons laissé poursuivre tes petits rêves pendant que Victoire restait ici pour tout maintenir à flot, tu nous dois ça. Fais ce qu'on te dit ou tu ne feras plus partie de ce nom. J'ai senti cette prison sans barreaux se resserrer autour de ma poitrine, cette chaîne familière et lourde de l'obligation qu'elles utilisaient pour me garder petite depuis 28 ans, mais c'est alors que maître Samuel s'est levé. Samuel était le notaire et l'avocat de mon grand-père depuis 4 décennies, il avait 62 ans, vêtu d'un costume gris anthracite aussi inébranlable que sa réputation, et il ne regarda ni les proches, ni les tantes en pleurs, ni les cousins narquois. Il regarda directement ma mère qui se tenait encore au-dessus de moi comme un juge. Isabelle, dit Samuel, sa voix descendant dans un registre qui commandait une autorité absolue, je vous suggère de vous asseoir et de baisser la main. Ma mère laissa échapper un rire méprisant, un son sec et hautain, c'est une affaire de famille privée, Samuel, ma fille fait des difficultés pour son héritage. Samuel ne cligna pas des yeux, il plongea la main dans sa mallette et en sortit un épais classeur notarié. C'est là que vous vous trompez, murmura-t-il, juste assez fort pour que toutes les oreilles de la pièce l'entendent. Savez-vous seulement qui est le véritable propriétaire de ce domaine de 14,5 millions d'euros? Grand-père avait inclus une clause de confidentialité stricte dans la structure de la société civile immobilière, gardant la transition de propriété scellée jusqu'à ce que la liquidité du domaine soit menacée par des dettes extérieures. La pièce devint mortellement silencieuse, le bruit d'une fourchette en argent heurtant une assiette en porcelaine résonna comme un coup de feu, la main de ma mère se figea en l'air et l'expression suffisante de Victoire ne s'effaça pas seulement, elle tourna au vinaigre. Ils regardèrent Samuel, puis le classeur, et finalement, avec une terreur lente et rampante, ils tournèrent leurs yeux vers moi. Samuel s'éclaircit la voix, le son magnifié par l'absence soudaine de respiration dans la pièce. Les statuts de la SCI ont été mis à jour il y a 15 ans, déclara-t-il en tournant une page portant la signature audacieuse et inimitable de mon grand-père, et à compter de cet instant, Émilie n'est pas juste une bénéficiaire, elle est la propriétaire unique et absolue du vignoble, de la société.
et de chaque centime de la réserve de trésorerie de 4,2 millions d'euros. Je n'ai pas souri, je n'ai pas ressenti de bouffée de chaleur, j'ai juste ressenti une clarté froide et tranchante, ce n'était plus un dîner de famille, c'était de la comptabilité. Ce qui signifie, dis-je en regardant directement la sœur qui venait d'essayer de me voler, qu'à partir de 12h03, tout le monde dans cette pièce est un invité sur ma propriété et j'ai décidé que la fête était finie. C'était le bruit d'un rêve de 14,5 millions d'euros se brisant en un million d'éclats coupants. J'ai regardé le sang se vider du visage de Victoire jusqu'à ce qu'elle ressemble à une statue de marbre de l'avidité, tandis que ma mère, Isabelle, était toujours penchée en avant, les yeux écarquillés, cherchant un mensonge dans le regard de Samuel, mais elle n'en trouva aucun. Je n'ai pas pleuré, je ne les ai pas suppliés de comprendre, j'ai juste regardé Samuel et donné la seule instruction qui importait, Maître Samuel, les comptes de l'entreprise et les cartes de crédit du domaine, celles liées à la réserve de trésorerie du vignoble. Je veux qu'ils soient gelés immédiatement, cela inclut les cartes supplémentaires émises pour Victoire et Raphaël. Victoire trouva enfin sa voix, mais elle était stridente et désespérée, « Tu ne peux pas faire ça, Émilie, Raphaël a des échéances sur son portefeuille d'investissement d'ici lundi, tu vas nous ruiner. » Je me suis levé en ajustant mon blazer, le mouvement était lent et délibéré. Je ne vous ruine pas, Victoire, j'arrête juste l'abonnement, j'ai été l'investisseur silencieux dans votre version de la famille depuis trop longtemps et j'ai décidé de ne pas renouveler. Les gens se demandent souvent pourquoi je suis resté silencieux si longtemps, pourquoi je leur ai permis de me traiter comme un plan de secours pendant que je finançais discrètement leurs échecs, c'était la chaîne invisible du survivant. J'ai grandi dans une maison où ma seule valeur était mon utilité, j'ai appris à être celle qui répare, celle qui ne fait pas de bruit parce que le bruit était dangereux, je vivais dans une prison sans barreaux où les murs étaient faits de culpabilité et les barreaux de devoir familial. Pendant 28 ans, j'ai juste essayé de survivre à leurs attentes, espérant que si je donnais assez, peut-être qu'un jour je finirais par avoir ma place, mais en me tenant là, j'ai réalisé qu'on ne peut jamais donner assez à des gens qui ne vous voient que comme une ressource. Je suis passé devant les 30 proches qui chuchotaient maintenant sur des tons terrifiés, mais je ne me suis pas dirigé vers la porte d'entrée, je suis allé vers la petite vitrine de la bibliothèque où se trouvait un objectif d'appareil photo vintage. Une pièce en verre originale qui avait appartenu à mon père, c'était la seule chose dans cette maison qui n'était pas une transaction. J'ai senti le poids froid du métal dans ma main, un morceau tangible d'un héritage qu'elle n'avait pas encore réussi à vendre. « Qu'est-ce que tu fais » hurla ma mère, la voix tremblante d'un mélange de peur et de sentiment d'être dans son bon droit, « Tu ne peux pas juste partir, nous devons arranger ça, nous devons parler des dettes de Raphaël. » Je me suis retourné sur le seuil, l'objectif rangé en sécurité dans mon sac, je ne ressentais pas de colère, je ressentais une clarté clinique et aiguisée. Il n'y a plus rien à arranger, Isabelle, ceci n'est pas une crise de nerfs, c'est un bilan comptable, et le solde est à zéro. Et je suis sorti dans la brume de Saint-Émilion, le gravier de l'allée crissant sous mes bottes, le premier son d'une liberté qui m'avait coûté 28 ans de silence. Derrière moi, je pouvais entendre les cris commencer, les appels frénétiques aux banquiers, le début d'un effondrement qui était inévitable depuis le moment où elles avaient décidé que ma valeur était quelque chose qu'elles pouvaient négocier. Je suis monté dans ma voiture, le silence de l'habitacle m'enveloppant comme un bouclier, je n'ai pas regardé en arrière, je n'avais pas à le faire, l'audit avait officiellement commencé. Maître Samuel m'a retrouvé dans un bistrot tranquille du centre de Bordeaux 1 heure plus tard, l'air y était clair, loin des vapeurs toxiques du domaine. Il posa un lourd grand livre noir sur la table et me dit que, bien qu'elle pensait que j'avais juste de la chance ne payait pas les taxes foncières depuis 36 mois, c'est moi qui le faisais. J'ai ouvert le grand livre et les chiffres étaient stupéfiants, alors que Victoire facturait des virées shopping à 5 000 € sur le compte du domaine, j'avais discrètement transféré mes commissions de photographie, 180 000 € par an, pour couvrir les frais généraux du vignoble. Ma famille ne gérait pas le domaine, elle le cannibalisait. Pendant 3 ans, j'avais été l'architecte silencieuse de leur survie, payant pour le sol même sur lequel elles se tenaient pendant qu'elles crachaient sur mon nom. Je me suis adossé à ma chaise, la réalisation me glaçant le sang, je me demandais pourquoi j'avais fait ça si longtemps, c'était parce que dans ma famille, la cruauté avait été normalisée. Quand une mère traite son enfant comme un compte épargne avec intérêt pendant des décennies, vous arrêtez de voir l'abus pour ce qu'il est, vous commencez à le voir comme le prix d'entrée. Isabelle ne me détestait pas parce que j'étais un échec, elle me détestait parce que j'étais la seule partie de sa vie qu'elle ne pouvait pas entièrement liquider, dans son monde, l'amour était une marchandise et puisque j'étais celle qui produisait la valeur. J'étais celle qu'elle devait garder sous sa coupe. C'était le piège de la cruauté normalisée, dans des familles comme la mienne, les prédateurs ne se voient pas comme des méchants,
Ils se voient comme les gestionnaires légitimes de votre travail, ils ne sont pas choqués par leur propre avidité. Ils sont sincèrement offensés que l'outil ne soit plus fonctionnel. Samuel m'a incité à regarder la ligne de maintenance, et je l'ai vu, 150 000 € pour un nouveau système d'irrigation qui n'existait pas, l'argent avait été détourné vers les comptes de jeux offshore de Raphaël, et ma mère avait co-signé le retrait. Elle ne les avait pas seulement regardés me voler, elle leur avait donné les clés du coffre. Ma relation avec ma mère n'était pas un lien affectif, c'était un contrat, j'étais l'associée silencieuse et elle était la PDG qui trafiquait les comptes depuis des années, j'avais payé pour un siège à une table où j'étais en réalité au menu. J'ai refermé le grand livre avec un claquement final et doux, j'ai dit à Samuel que l'audit n'était plus optionnel, je voulais une expertise comptable judiciaire de chaque euro ayant transité par la société depuis la mort de grand-père. Je voulais voir le moment exact où ma mère a décidé que la mémoire de mon père valait moins que le prochain pari de Raphaël. La colère n'était pas bruyante cette fois, elle était clinique, c'était un bilan qui prenait enfin tout son sens. Je n'étais pas la fille ingrate, j'étais l'investisseur silencieux qui réclamait enfin son dû. Victoire et Isabelle n'ont pas passé la nuit à réfléchir à leurs actions ou à chercher un chemin vers la réconciliation, au lieu de cela, elles ont passé ces heures à aiguiser leur couteau, doublant la mise sur une cruauté qui avait finalement perdu son pouvoir sur moi. Il n'y a eu aucune excuse pour la gifle qui brûlait encore sur ma joue et aucun regret pour les années où elle m'avait traité comme un compte bancaire pratique. Le temps que la brume matinale commence à se lever sur les vignes bordelaises, Victoire avait déjà lancé une campagne de dénigrement à grande échelle sur les réseaux sociaux, utilisant son influence pour publier des mensonges publics sur mon entreprise de photographie d'architecture. Tissant un récit tordu selon lequel j'avais volé le domaine familial par abus de faiblesse sur notre grand-père et manipulation. Dans son monde numérique, j'étais le prédateur qui s'était attaqué à notre grand-père dans ses derniers jours, tandis qu'elle était la noble protectrice essayant de sauver l'héritage familial d'une étrangère avide. J'ai regardé les commentaires affluer de gens qui ne connaissaient pas la vérité, des clients, des collègues et de parfaits inconnus, tous jugeant une carrière que j'avais bâtie de mes propres mains. La colère n'était pas bruyante, elle était clinique. J'ai regardé l'écran et réalisé que Victoire n'était pas choquée par ce qu'elle avait fait, elle était simplement scandalisée que j'ai arrêté de jouer le jeu. L'escalade ne s'est pas arrêtée aux calomnies publiques, à exactement 2 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un ultimatum final et désespéré d'Isabelle, un SMS conçu pour couper plus profondément que n'importe quel coup physique. Elle écrivait, « Si tu ne signes pas cet acte de propriété au nom de Victoire d'ici vendredi, ne prends pas la peine de venir à mon enterrement. » C'était le coup narcissique ultime, utilisant sa propre mortalité comme une arme pour me forcer la main et me faire revenir par la culpabilité dans la prison sans barreaux où elle m'avait gardé pendant 28 ans. J'étais assise dans mon appartement parisien, la seule lumière venant de l'écran lumineux, je n'ai pas pleuré et je n'ai pas demandé pourquoi elle pouvait être si sans cœur, j'ai juste regardé un cadre photo brisé de nous trois qui était tombé de mon bureau plus tôt. Le verre fissuré coupant droit à travers nos visages souriants, c'était une fin symbolique à une relation que je réalisais maintenant avoir été un parasite que j'étais forcé d'héberger. Depuis que j'étais enfant, Isabelle ne choisissait pas Victoire, elle choisissait l'argent qu'elle pensait que Victoire pourrait fournir, ma compassion avait été un luxe qu'elles avaient mis à découvert trop longtemps. Elle pensait que c'était encore une dispute familiale qu'elle pouvait gagner avec des menaces et des larmes, mais elles avaient tort, ce n'était pas une crise, c'était un bilan comptable, et alors que l'horloge tournait vers vendredi. J'ai réalisé qu'elles n'étaient plus seulement des parentes ingrates, elles étaient des passifs que je devais liquider. Je n'ai répondu à aucun message, je suis retourné à mon tableur et j'ai commencé à préparer l'escalade professionnelle qu'elles n'avaient jamais vue venir. L'ambiance au cabinet de maître Samuel était l'exact opposé de l'agression chaotique et alcoolisée du domaine viticole, cela sentait le vieux cuir, le papier de haute qualité et le poids calme et lourd d'un stylo plume qui était sur le point de tout changer. J'étais assise en face de Samuel, regardant la lumière du soleil se refléter sur les grains de poussière dans l'air, je ne me défendais plus, je passais d'une position de défense émotionnelle à une offensive juridique systématique. Samuel fit glisser 3 documents sur son bureau en chaîne, c'étaient des avis d'expulsion formels. Pendant des années, ma famille nucléaire avait traité les dépendances et gîtes du vignoble de 14,5 millions d'euros comme leur centre de villégiature personnel et gratuit, Victoire avait un cottage pour ses retraites créatives et Raphaël en utilisait un autre pour accueillir ses copains de poker à gros enjeux, ils occupaient ma terre tout en me traitant d'étrangère ingrate. J'ai pris le stylo plume, son poids métallique froid semblait solide dans ma main, un outil de précision, je n'ai pas hésité, j'ai signé chaque avis d'une main qui ne tremblait pas, une signature pour Victoire, une pour Raphaël. Une pour les cousins éloignés qui avaient applaudi quand ma mère m'avait giflé.
Je ne signais pas juste des papiers, je nettoyais mon héritage des nuisibles. Donnez-leur 30 jours, ai-je dit à Samuel, ma voix aussi stable qu'une ligne de compte, s'ils ne sont pas partis au 31e jour, faites intervenir les gendarmes, aucune exception, aucune extension. Ensuite, nous avons lancé l'audit judiciaire du fonds de dotation du vignoble. Je soupçonnais depuis des mois que la crise de liquidité temporaire mentionnée par Victoire était en fait un nom de code pour quelque chose de bien plus criminel. À mesure que les chiffres commençaient à lever le voile, l'odeur du détournement de fonds devenait impossible à ignorer. Nous avons trouvé des traces de retrait massif d'espèces, des centaines de milliers d'euros siphonnés via des sociétés écrans, menant tous à Raphaël et Victoire. Ils ne vivaient pas seulement à mes crochets, ils cannibalisaient l'avenir du domaine pour financer une addiction au jeu qui avait finalement tourné court. Ma compassion avait été le luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années, mais maintenant, c'était moi qui faisais les comptes, ce n'était plus un drame familial, c'était une enquête criminelle. J'ai regardé Samuel prendre des notes dans les marges du rapport d'audit, le visage grave, chaque chiffre était une balle, chaque euro manquant était une raison de ne jamais regarder en arrière. Dans le bureau, mon ordinateur portable brillait d'une aube différente, faite de faits, de chiffres et d'un châtiment silencieux. Victoire et Isabelle attendaient une dépression nerveuse, mais tout ce qu'elles allaient obtenir, c'était une convocation au tribunal. Samuel sortit un dernier document du dossier d'audit, le visage figé dans un professionnalisme sombre, c'était le coup de grâce que nous cherchions, la preuve qui faisait passer cela d'un litige familial à un crime fédéral. Il étala un accord de près de 4,2 millions d'euros, une dette à taux élevés garantie directement par les terres du vignoble, et j'ai regardé la signature en bas, c'était l'écriture audacieuse et élégante de mon grand-père. Mais la date était tamponnée 3 jours après qu'il soit tombé dans son coma final. Isabelle et Victoire ne s'étaient pas contentées de piocher dans la trésorerie, elles avaient imité la signature d'un homme mort pour hypothéquer mon avenir, elles n'étaient pas juste ingrates, c'étaient des criminels qui avaient traité l'héritage de grand-père comme un chèque en blanc. Mais l'audit révéla une trahison qui coupa encore plus profondément que les 4,2 millions, cachés derrière les documents de prêt. J'ai trouvé une série de reçus de vente privée d'un antiquaire haut de gamme. Mon souffle s'est coupé, la clarté clinique dans mon esprit vacillant juste une seconde. Isabelle avait vendu la collection d'appareils photo vintage originaux de mon père, le seul lien tangible qu'il me restait avec lui. J'ai fixé les chiffres sur le reçu, 12 000 euros, c'était le prix de la mémoire de mon père. J'ai regardé le virement bancaire correspondant et j'ai vu exactement où l'argent était allé, les cotisations de Victoire et les frais d'adhésion à son club social très sélect. Elles avaient liquidé mon âme pour payer un statut social aussi vide que leur cœur, les appareils de mon père, le verre et le métal que j'avais touché 1000 fois pour me sentir proche de lui, avaient été troqués contre une semaine de fête et une écharpe en soie. Ce n'était pas une dynamique familiale, c'était une liquidation systématique de tout ce que je valorisais. J'ai fixé la réalisation que je n'étais pas juste l'investisseur silencieux dans leur version de la famille, j'étais la garantie qu'elles brûlaient pour se chauffer. Elles n'étaient pas choquées par ce qu'elles avaient fait, elles étaient seulement choquées que j'ai enfin audité la vérité. J'ai regardé Samuel et j'ai repoussé les reçus vers lui, ma voix ne tremblait pas, c'était le bruit d'une porte qui se ferme. Je lui ai dit d'ajouter le faux et l'usage de faux ainsi que le vol de biens personnels à la plainte pénale. Je ne cherchais plus d'excuses ou d'explications, je cherchais le règlement total de la dette, la prison sans barreaux s'était enfin dissoute. On ne peut pas se sentir coupable d'expulser des gens qui ont déjà volé le fantôme de votre père. Ce n'était pas une crise, c'était la dernière entrée sur un bilan qui avait été écrit avec du sang et de la trahison pendant 28 ans, et le solde arrivait enfin à échéance. Les grilles en fer forgé du domaine de Saint-Émilion semblaient plus lourdes que d'habitude alors que je me tenais derrière elles, regardant un SUV couvert de poussière s'arrêter à l'entrée. Isabelle et Victoire en émergèrent, mais ce n'étaient plus les mondaines soignées qui s'étaient moquées de moi à table il y a 30 jours, leurs vêtements de créateurs étaient froissés et leurs yeux étaient bruts et rouges de ce que je supposais être des heures de pleurs frénétiques et inutiles. « Émilie, ouvre la grille » hurla Isabelle, sa voix mince se brisant contre le calme de la vallée, elle agrippait les barreaux, les jointures blanches. « La banque est à notre maison à Bordeaux, ils nous ont remis un avis de saisie, ils prennent tout, tu dois parler à Samuel. Dis-leur que c'était un malentendu, s'il te plaît, je suis ta mère. » Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cherché la télécommande pour les laisser entrer, je les ai juste regardés à travers les lourds barreaux de fer. J'ai réalisé à ce moment-là que leur pouvoir avait toujours été une illusion soigneusement construite. Pendant des années, Victoire avait marché dans ce monde avec l'arrogance d'une reine et Isabelle avait dirigé notre famille avec l'autorité d'un juge. Mais c'était un pouvoir illusoire de portefeuille vide. Leur statut n'était pas bâti sur le caractère, l'intelligence ou même leur propre travail acharné, c'était un luxe qu'elles louaient en utilisant mon compte bancaire comme garantie.
et au moment où j'ai arrêté de payer la facture, le masque n'a pas seulement glissé, il s'est brisé. Ce n'étaient pas des gens puissants face à une crise, c'étaient des vaisseaux vides qui avaient perdu leur seule source de carburant, sans mon argent pour soutenir leur vanité, elles ne savaient pas comment être humaines. Elles ne savaient pas comment survivre parce qu'elles avaient passé 28 ans à croire qu'être de la famille signifiait avoir un prêt permanent à taux zéro sur ma vie et mon travail. Leur pouvoir n'avait jamais été le leur, c'était juste ma compassion qu'elles avaient mise à découvert jusqu'à ce que le compte soit fermé. Victoire bouscula notre mère, le visage tordu par une rage désespérée et laide. Raphaël va aller en prison si cette accusation de faux tient. Émilie, c'est ça que tu veux? Détruire la vie de ta propre sœur pour quelques vieux appareils photo et des chiffres sur un grand livre? Je me suis avancé jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de la grille, j'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti 2 enveloppes épaisses que j'ai glissées à travers les barreaux, les laissant tomber sur le sol poussiéreux à leurs pieds. Dans la première, c'est l'avis d'expulsion finale pour les dépendances, dis-je, ma voix clinique, aussi froide que la brume matinale. Dans la seconde, c'est une copie de la plainte pénale que maître Samuel a déposée ce matin pour le prêt falsifié de 4,2 millions d'euros et le vol de mes biens personnels. Isabelle laissa échapper un gémissement animal sourd, s'effondrant à genoux dans les graviers. Comment peux-tu être si cruel? Où est ton cœur? Nous sommes ton sang. J'ai croisé son regard, les mêmes yeux qui m'avaient regardé faire des doubles journées pour payer ma propre existence pendant qu'elle vendait les souvenirs de mon père pour payer un club social. Tu m'as appris que le sang n'est qu'un autre mot pour garantie bancaire, Isabelle, dis-je, je t'ai déjà donné 28 ans de miséricorde, j'ai vérifié mon stock ce matin, je suis en rupture. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers la maison principale, entendant derrière moi le bruit de la serrure électrique s'enclencher avec un clic final et lourd. Elles criaient encore, suppliaient encore, mais je ne les entendais plus, elles ne faisaient plus partie du bilan, elles n'étaient que du bruit au loin. La bataille juridique s'est terminée avec la finalité clinique d'un grand livre qu'on referme, leur maison de banlieue a été vendue aux enchères pour renflouer les fonds qu'elles avaient saignés à blanc. Et justice a finalement été rendue lorsqu'elles ont affronté les conséquences légales de leur falsification. Je me tenais dans le vignoble à l'aube, mon appareil photo capturant la première lumière dorée sur les raisins que grand-père m'avait laissés, j'ai ouvert mon ordinateur portable, vu un long message désespéré de Victoire et j'ai appuyé sur supprimer sans lire un seul mot. La paix est enfin silencieuse. J'ai placé l'objectif de papa que j'avais récupéré sur le vieux bureau de grand-père, 2 héritages enfin en sécurité et honorés.